Cette vidéo est sponsorisée par Filmora. Bonjour, je suis John Michael Advertising et aujourd'hui on va parler montage vidéo. Tu te rappelles de Filmora 9 mon con? Le logiciel simple et intuitif, idéal pour débuter en montage vidéo. Et ben j'ai une super nouvelle pour toi, la nouvelle version sort le 10 novembre. Son nom, Filmora 10. Ouais, ils se sont pas trop fait chier sur ce coup-là. Dans Filmora 10, tu as évidemment accès aux mêmes fonctionnalités que dans Filmora 9. Les textes, les transitions, les filtres, la gestion des fonds verts, tout ça c'est encore là. Voyons un peu les nouveautés maintenant. Avec Filmora 10, tu peux désormais faire du suivi de mouvement, du motion tracking comme on dit chez moi. À quoi ça sert? Bon, laisse-moi te montrer. Regarde, tu prends un clip, tu choisis ce que tu veux suivre et le logiciel va calculer pour toi la position de l'objet dans l'espace. Ensuite, tu peux placer un titre à cet endroit-là par exemple, et il va suivre le mouvement. C'est bien foutu, non? La mise à jour apporte également le support des images clés pour animer tes propres effets et la fonction correspondance des couleurs pour que tous tes plans soient cohérents visuellement. Et ça, tu peux le faire juste en un clic. Enfin, la fonction atténuation te permet désormais de facilement baisser ou augmenter le volume d'une piste de son. Bref, c'est encore plus complet qu'avant, c'est pas beau ça? Et c'est accessible dès le 10 novembre. En gros, c'est aujourd'hui si tu regardes cette vidéo le jour de sa diffusion. C'est fou, non? Clique sur le lien dans la description pour plus d'informations. De rien, ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard. Au programme aujourd'hui, Christian Bale, Matthew McConaughey et les dragons. Le kiff quoi. C'est parti. Nous sommes au milieu des années 90. J'ai approximativement 2 ans. Et donc, Greg Chabot et Kevin Peterka, deux amis originaires du Wisconsin, ont subitement l'envie de se lancer dans l'écriture d'un scénario. Mais faites donc, on n'a qu'une vie mes cons. Et les deux gars ont beau être totalement inexpérimentés, ils accouchent néanmoins d'un manuscrit. Son titre, Le règne du feu, basé sur un concept simple, une apocalypse dragon. Une apocalypse dragon? Une apocalypse dragon. Une apocalypse zombie? Non, une apocalypse dragon. Ah d'accord. Le pitch, dragon versus humain, où les deux espèces se livrent une guerre sans merci pour la domination de la planète. Le genre d'idée qui fait rêver certaines boîtes de prod comme Asylum par exemple, qui produit ce genre de concept par paquet de 10 avec le résultat nanardesque qu'on connaît. Vous savez, les Sharknado, tout ça. Ils en ont même fait un qui s'appelait Transmorphers. Mais Chabot et Peterka, ils ne veulent pas d'une production au rabais. Ils sont ambitieux les bonhommes, et ils veulent vendre leur script à un studio hollywoodien. Sauf que, comme je le disais, ce genre de concept, ça fait plus marrer les gens qu'autre chose. Impossible donc d'être pris au sérieux par n'importe quel studio hollywoodien respectable. Et puis il y a le facteur risque aussi. Une guerre contre des dragons, on n'avait jamais vu ça. Au-delà du côté ridicule de son concept, il était également impossible de juger son côté bankable, ce qui ne jouait pas franchement en sa faveur. Prise de risque? C'est-à-dire? Et puis le script arrive finalement entre les mains de Richard Zanuck de la boîte de production Zanuck Company. Producteur hollywoodien chevronné, on lui donne notamment les deux premiers volets des Dents de la Mer, vous vous rappelez? Vous vous rappelez pas? Il est grand temps de retourner voir mes rétros sur le sujet. Bref, Zanuck entre en possession du script et contre toute attente, il aime ce qu'il lit. Alors oui, il y a des choses à revoir, mais globalement, il est emballé. Il aime ce mélange des genres qui alterne entre films de guerre et films de science-fiction, le tout dans une ambiance à la fois médiévale et futuriste. Il n'avait jamais rien lu de tel et c'est précisément ça qui lui a plu. Respect, ça se perd ce genre de mentalité. Du coup, Zanuck, il dit banco et il achète le script à Chabot et Peterka. Sauf que comme je le disais, en l'état, le scénar est pas filmable. Il va donc falloir retravailler tout ça. Pour ce faire, Zanuck embauche Matt Greenberg. Parmi ses précédents faits d'armes, Halloween 20 ans après, Halloween 7 pour les aficionados. Ainsi que des révisions sur le sympathique mimique de Guillermo del Toro et le pilote de la série Invisible Man. Bref, ça cachetonne ici et là quoi. Mais cette fois, pour Greenberg, c'était pas juste un autre job, mais un projet qui lui tenait réellement à cœur. En effet, de 1, il avait beaucoup apprécié le script de Chabot et Peterka, et de 2, l'homme était diplômé en études médiévales et passionné par cette période. La perspective de travailler sur un projet mettant en scène des créatures tout droit sorties des grandes légendes moyenâgeuses avait donc de quoi l'enthousiasmer au plus haut point. Greenberg se met donc à l'œuvre, tâchant de faire de ce script relativement amateur un scénario digne d'une véritable production hollywoodienne. Ceci fait, Zanuck se mit à la recherche d'un réalisateur. Sur sa liste, un certain Rob Bowman, principalement connu pour son travail sur la série X-Files dont il a signé plus de 30 épisodes, ainsi que le film sorti en 98. Le film avait d'ailleurs remporté un succès honorable au box-office, qui avait très probablement mis Bowman dans le radar de pas mal de producteurs hollywoodiens. Bowman débarque donc dans le bureau de Zanuck et lit le script révisé par Greenberg. Verdict, il aime le concept, mais il ressent tout de même un certain scepticisme vis-à-vis du script en lui-même. Selon lui, le scénario est beaucoup trop ambitieux et le budget estimé risque bien d'avoisiner les 300 millions de dollars. Ça fait un peu beaucoup, ok pour prendre des risques, mais faut peut-être pas déconner outre mesure. Pour Bowman, le script nécessite d'autres révisions. Il demande donc à Zanuck de les faire lui-même et ce dernier accepte. Suite à cette rencontre, et pendant que Bowman fait chauffer sa machine à écrire, Zanuck part à la recherche d'un studio pour l'aider à coproduire et distribuer le film, et il réalise alors que Bowman avait raison. En l'état et en raison du budget estimé, les studios ne se bousculent pas pour collaborer avec la Zanuck Company et il se prend notamment un gros vent de la part de la Fox. Qu'à cela ne tienne, une fois les révisions de Bowman effectuées, le film hérite d'un script bien plus raisonnable, moins futuriste, bref, plus économe. Et c'est avec ce script que Zanuck parvient finalement à convaincre un gros studio, Disney, qui le confie à Touchstone, sa filiale censée produire des films réservés à un public adulte. Rien de porno, vous excitez pas. Spyglass Pictures se joint également à la fête, société de production collaborant fréquemment avec Disney. Bref, malgré un concept qui a pu être source de pas mal de réticences au sein de l'industrie hollywoodienne, le projet disposait enfin des ressources nécessaires pour que sa production puisse enfin démarrer, grandement aidé par le retour annoncé de la fantasy sur le devant de la scène avec le Seigneur des Anneaux. Même si c'est clairement pas la même ambiance. C'est donc avec
un budget de 60 millions de dollars que Bowman se mit au travail sur le règne du feu, extrêmement nerveux en pensant à l'élément qui allait représenter un énorme défi technique, à savoir les dragons. Comment représenter ces créatures de manière réaliste et leur offrir une introduction digne de ce nom dans le 21e siècle. Pour Bowman, il allait falloir faire mieux que le dragon du lac de feu, une production Disney grandement appréciée pour ses effets spéciaux en go motion qui ont donné vie à ce que l'on considérait alors comme la représentation la plus réaliste d'un dragon au cinéma. Entre temps, il y a bien eu Cœur de Dragon en 96, mais son aspect quasi cartoon était loin de l'approche réaliste recherchée par Bowman. Cœur de Dragon, toute mon enfance. Bref, les dragons du règne du feu devraient être la nouvelle référence du genre, ni plus ni moins. Bonne chance, Rob. Face aux dragons, Bowman voulait des personnages réalistes, campés par des acteurs talentueux qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans ce genre de film. Il se mit donc à la recherche de deux acteurs capables d'apporter humanité et crédibilité à un concept qu'on avait toujours du mal à prendre au sérieux. Pendant ses recherches, Bowman entre en contact avec Matthew McConaughey, qui se prendra de passion pour le projet et se battra bec et ongle pour obtenir l'un des deux rôles principaux du film, celui de Van Zandt, le soldat américain tueur de dragons. Très tenace, il alla jusqu'à passer plusieurs coups de téléphone à Bowman en incarnant le personnage à l'autre bout du fil, histoire de le convaincre qu'il était bien l'homme de la situation. Ainsi, face à une telle implication et après avoir entendu l'acteur lui dire qu'il n'avait pas intérêt à faire ce film sans lui, Bowman se rendit à l'évidence, il serait parfait pour le rôle. Concernant l'autre personnage, Quinn, le leader d'un groupe de survivants anglais, le studio a une idée, Stallone ou Schwarzenegger. Ah, et vous en avez souvent des idées comme ça ? Mais Bowman refuse catégoriquement. Pour lui, engager l'un de ces deux acteurs reviendra à faire une croix sur le suspense. On saurait dès le début qu'ils s'en sortiront vivants, ce qui annihilerait instantanément toute tension. En réalité, Bowman a quelqu'un de bien précis en tête, l'acteur gallois Christian Bale. Sauf que le studio est réticent, car Bale n'a rien de bankable. L'acteur ne manque cependant pas d'expérience. Après avoir fait ses débuts dans quelques pubs à l'âge de 10 ans, il est passé sur les planches aux côtés de Rowan Atkinson, avant d'être embauché par Spielberg lui-même pour le rôle principal de son film Empire du Soleil, et ce à seulement 13 ans. Il enchaînera ensuite des rôles divers dans des productions plus ou moins importantes, mais c'est en 2000 qu'il commence à véritablement faire parler de lui grâce à sa performance dans le déroutant American Psycho. Mais le studio ne remet pas en cause son talent ou son CV. Le problème, c'est que ce n'est pas une star et encore moins un héros de film d'action. Eh ben vous êtes pas hyper visionnaire les gars. En tout cas, Bowman, lui, il y croit et c'est plein d'entrain qu'il décide d'aller directement à la rencontre de Bale à Berlin où il est actuellement en tournage. Face au script, Bale l'envoie gentiment balader. Ouais. Mais Bowman insiste en précisant que le scénario est toujours en cours de révision et part dans un long monologue où il explique à Bale quelles sont ses ambitions avec ce film, à savoir parvenir à rendre crédible ce concept complètement fou grâce à l'humanité des personnages. Ce sera avant tout une histoire sur la force de l'humanité plongée dans une situation cauchemardesque et sans espoir, mais qui décide tout de même de se battre. Bale est convaincu, mais fait bien comprendre à Bowman qu'il n'a pas intérêt de se planter. Le casting bouclé, le tournage débute en février 2001 en Irlande, au sein des montagnes de Wicklow. Ce qui est un petit peu le dernier endroit auquel on pense quand on dit cadre post-apocalyptique, mais bon, c'est aussi ça la magie du cinéma. L'équipe eut donc pour mission de transformer ce cadre idyllique en un paysage désolé et stérile. Sur place, un château fort fut bâti spécialement pour les besoins du film et allait donc servir de décor à la plupart des scènes en extérieur. Ce qui est quand même assez curieux étant donné que les châteaux, c'est pas ça qui manque en Irlande. La présence du château eut d'ailleurs pour effet de piquer la curiosité de certains touristes qui, passant par là et se trouvant face à un château totalement absent des cartes, venaient régulièrement visiter les lieux avant de se faire dégager par l'équipe. Pour ce qui est du tournage en lui-même, ce ne fut pas de tout repos et l'équipe allait faire face à de nombreux défis. Ce fut en effet un tournage complexe et doté d'un budget relativement serré en comparaison de ses ambitions. Au programme, beaucoup de cascades réalisées en direct devant la caméra, avec notamment un saut de 3 cascadeurs depuis un hélicoptère à plusieurs centaines de mètres d'altitude et énormément d'effets impliquant du feu. Bah ouais, y a pas de dragon sans feu. Et ce genre d'effet, ça nécessite une préparation au millimètre et des mesures de sécurité extrêmement importantes. En tout, c'est plus de 8 tonnes de propane liquide qui furent utilisées pour les besoins du tournage. L'équipe disposait d'un lance-flamme capable de lancer du feu sur une distance de 33 mètres, et un système fut mis en place pour simuler le souffle des dragons en positionnant le lance-flamme au bout d'un bulldozer à la hauteur où le dragon devait se trouver. Car les dragons seraient bien sûr ajoutés en post-production. En effet, pour créer ces créatures volantes gigantesques de façon réaliste, les effets numériques étaient clairement le moyen le plus fiable. Bowman dut donc faire de son mieux pour composer ses plans en imaginant où seraient placés les dragons et en espérant que tout aille pour le mieux en post-production. Cependant, un vrai dragon est réalisé par le studio Artem pour les besoins d'une scène où Bale est censé interagir avec une carcasse. Du côté du casting, McConaughey était toujours à fond dans le rôle. Pour la petite anecdote d'ailleurs, l'idée des tatouages en forme de dragon arborés par son personnage, c'était son idée. Avant son arrivée sur le tournage, il fut carrément demandé à toute l'équipe de ne jamais l'appeler Matthew ou Monsieur McConaughey, il devrait l'appeler Van Zandt, et ce même s'il le croisait en dehors du plateau. L'acteur était tellement à fond que pendant le tournage d'une scène de combat avec Bale, il décida carrément de lui mettre un coup de boule, comme ça, sans prévenir. Ça fait toujours plaisir. Tournage facile pour personne donc, sans oublier le fait qu'il a eu lieu pile pendant une épidémie de fièvre afteuse, ce qui fait que les fermes environnant le château faisaient souvent brûler leurs moutons, et la fumée arrivait régulièrement jusqu'au lieu de tournage, incommodant techniciens et acteurs. Un bonheur. Et donc, après avoir bouclé les scènes à Wicklow et à Bray au studio Ardmore en ce qui concerne les intérieurs, le tournage prend fin en juillet 2001, et c'est une post-production d'1 an qui allait pouvoir démarrer. La musique est alors confiée au compositeur anglais Edward Shermer, mais tout ce temps sera bien sûr principalement consacré à la création des dragons, confié au studio d'effets visuels Secret Lab, anciennement connu sous le nom de Dreamquest Images avant leur rachat par Disney.
Bowman s'installa donc pendant toute une année dans un bureau au sein du studio, supervisant la conception des cracheurs de feu. Pour l'équipe de Secret Lab, qui avait notamment travaillé sur The Mask, Armageddon et Dinosaur, ce fut clairement le projet le plus complexe dans lequel ils étaient impliqués. La quête de réalisme de Rob Bowman impliquait qu'il ne devait pas traiter les dragons comme des créatures mythologiques, mais comme de véritables animaux. L'équipe s'attela donc à donner naissance de manière convaincante à ces animaux capables de marcher, voler et cracher du feu. La principale source d'inspiration de l'équipe fut donc la nature elle-même, et les dragons résultèrent d'une fusion entre le crocodile pour les écailles, le léopard pour la façon de se mouvoir, le vautour pour le long cou, le tout saupoudré d'un soupçon d'aigle et de faucon. Enfin, ils s'inspirèrent des serpents et de leur façon de cracher du venin pour apporter une explication rationnelle au souffle de feu des dragons. La tâche fut donc complexe, sans oublier les effets dits environnementaux, comme les simulations de feu et de fumée. Une fois la mission accomplie, le film fut fin prêt pour sa sortie qu'elle est le 12 juillet 2002 aux US. Et ça n'a pas très bien marché. Malheureusement, Le règne du feu sortit en même temps que Les Sentiers de la perdition de Sam Mendes, ce qui ne joua pas en sa faveur, le reléguant à la deuxième place du box-office lors de son premier week-end d'exploitation. Mais d'après le producteur Jason Reed, ce n'est pas seulement Les Sentiers de la perdition qui leur a coûté la première place. Selon le bonhomme, en fait, c'est la faute aux producteurs Bob et Harvey Weinstein qui décidèrent au dernier moment de sortir Halloween Résurrection le même jour. Halloween 8 pour les aficionados. Résurrection a fini à la 4ème place, mais il visait à peu près le même public que Le règne du feu, ce qui fait que si les gens qui étaient allés voir Halloween s'étaient rabattus sur Le règne du feu, le film aurait pu avoir droit à la première place et son parcours au box-office aurait été bien différent. Ça se joue à peu de choses. Résultat, le film a rapporté 82 millions de dollars sur les 60 investis et l'accueil critique a été majoritairement négatif. Et je trouve ça extrêmement injuste. Du coup, parlons-en. Le règne du feu démarre à Londres alors que le jeune Quinn rend visite à sa mère qui travaille sur un chantier souterrain. Malheureusement, à force de creuser, l'équipe finit par réveiller une créature endormie depuis des siècles, un dragon. À son réveil, le dragon fait un massacre et alors que Quinn et sa mère tentent de s'enfuir, cette dernière est tuée sous ses yeux. 20 ans plus tard, les dragons sont omniprésents et ont exterminé la majorité des êtres humains. Quant à Quinn, il est désormais le leader d'un groupe de survivants établi au sein d'un château, mais l'espoir les abandonne petit à petit. C'est alors que débarque un groupe de soldats américains mené par Denton Van Zandt. Avec eux, la solution au problème. Leur but, exterminer les dragons pour de bon et redevenir l'espèce dominante. Et bah moi, Le règne du feu, j'aime beaucoup. Alors déjà, mais regardez-moi ce casting. Bale, McConaughey, on a même Gerard Butler, regardez-le, il est trop marrant avec son accent écossais. Il est loin le DC Sparta, hein Gérard? Vous imaginez si un film sortait avec ces trois-là aujourd'hui? On peut donc déjà attribuer à Bowman un certain mérite, celui d'avoir su caster un excellent groupe d'acteurs avant que ces derniers n'explosent véritablement. Bale et McConaughey portent le film et y apportent une certaine gravité, une intensité qui aurait sans doute été absente si les rôles avaient été confiés à des gros bras comme Schwarzy ou Stallone. Et c'est justement cette gravité qui, je trouve, constitue la qualité principale du film. Oui, Bowman et son équipe ont pris leur concept au sérieux. Du coup, l'atmosphère générale est plutôt pesante. Pas de trait d'humour toutes les 2 minutes pour faire relâcher la tension. Le film alterne entre des séquences d'action intenses et spectaculaires et des moments plus intimistes centrés sur les personnages. On a d'ailleurs droit à quelques idées vraiment cool, comme quand Quinn et Creddy, incarné par Gerard Butler, jouent une scène de l'Empire contre-attaque pour divertir les enfants. Dans la fameuse scène où Bale et Butler jouent l'Empire contre-attaque, parmi les enfants au premier rang, on peut apercevoir un tout jeune Jack Gleeson, 10 ans avant d'incarner cette petite p*** de Geoffrey Baratheon dans la série Game of Thrones, dans laquelle on retrouve également pas mal de dragons. Et l'anecdote ne s'arrête pas là. Eh oh, je parle! L'anecdote ne s'arrête pas là donc. 2 ans plus tard, il partagera une autre scène avec Christian Bale dans Batman Begins. Tout est lié. Bref, la représentation de ce monde post-apocalyptique est donc franchement crédible, et ce monde austère nous offre des visuels incroyables, grandement aidés par une direction artistique de folie. Les décors sont juste impressionnants de réalisme, mention spéciale aux rues de Londres où prend place le dantesque Acte 3, un immense décor bien réel conçu en plein milieu de la ville de Dublin. Les intérieurs du château sont également réussis visuellement, et la façon de Rob Bowman les films est très intéressante, car elle instaure une sensation de claustrophobie et d'emprisonnement, ce qui est le cas de la plupart des scènes en intérieur. Ce faisant, Bowman met en exergue l'importance du monde extérieur, l'associant à la liberté, une liberté malheureusement inaccessible pour les personnages. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà expérimenté ça. Niveau visuel, c'est donc une réussite totale, et entre sa direction artistique et sa photographie, le film nous offre son lot de visions cauchemardesques. Comme ce plan-là par exemple, clairement conçu comme un hommage à La Nuit sur le Mont Joffre de Fantasia. C'est viscéral donc, et la mise en scène de Rob Bowman est totalement maîtrisée. Il en fait jamais des caisses, pas vraiment d'effet tape à l'œil donc, sauf pour un ou deux plans qui mettent en avant la badassitude de Van Zandt. Le reste est très terre à terre et réaliste, ce qui est en accord avec le parti pris de Bowman, et on a droit à quelques moments de pure tension franchement maîtrisés. Généralement dès qu'un dragon entre en scène. Bowman a d'ailleurs l'intelligence de ne pas vider directement toutes ses cartouches, mais de faire lentement grimper la tension avant l'apparition de la bête, généralement aidée par d'excellents effets sonores. On entend les dragons avant de les voir, ce qui nous met ainsi dans l'expectative, tout comme les personnages. La réalisation mise donc beaucoup sur l'immersion, et c'est une vraie réussite. Sans oublier quelques plans purement iconiques, qui doivent aussi beaucoup à la géniale BO de Edward Shermer. La première fois qu'on voit l'hélico débarquer par exemple, ça me fout des frissons à chaque fois. En ce qui concerne le scénar, s'il y a du bon et du moins bon, on peut déjà lui reconnaître un paquet d'intentions extrêmement louables. Notamment le fait de mettre les personnages au premier plan du film, qui n'est donc pas simplement un best-of d'attaque de dragons. Et comme je le disais, Bale et McConaughey sont très bons dans leur rôle. Cependant, on peut pas nier qu'il y a quelques problèmes d'écriture qui viennent parfois entacher ses intentions, si nobles soient-elles. Par exemple,
exemple, je trouve que le traitement du personnage de Quinn n'est pas franchement satisfaisant. Pour cause, dès l'apparition de Van Zandt, soit au bout d'environ 30 minutes de film, McConaughey lui vole littéralement la vedette. Ça devient le film de Van Zandt, et je trouve ça un peu dommage. Le fait est que Van Zandt est un homme d'action, pas Quinn, qui est alors mis en retrait pour ne devenir qu'un simple témoin des événements. Et si on s'est attaché à Quinn de par l'expérience traumatisante qu'il a vécue au début du film, ce n'est pas le cas de Van Zandt, dont on ne sait strictement rien. Il estime la vie humaine, comme le prouve la scène où il vient réprimander la communauté de Quinn qui fait la fête alors que 3 de ses hommes sont morts, mais le personnage manque de motivation personnelle et c'est assez dommage. S'il a le charisme d'un leader, il lui manque la profondeur d'un héros. C'est d'autant plus dommage que dans une des révisions du script de Matt Greenberg, on apprenait que Van Zandt avait perdu un frère, ce qui aurait été un élément à même d'ajouter de l'épaisseur au personnage. Mais Bowman a préféré s'en séparer pour une raison qui m'échappe. Même chose concernant le personnage d'Alex, la pilote d'hélicoptère. Dans le script que j'ai lu, le personnage était beaucoup plus jeune, la petite vingtaine, et on apprenait que Van Zandt l'avait pris sous son aile quand elle était gamine, après qu'il l'ait sauvée d'une attaque de dragon qui avait coûté la vie à toute sa famille. Lors de cette attaque, sa robe de nuit avait pris feu, laissant sur son corps de terribles séquelles lui rappelant continuellement cette fameuse nuit. C'est vraiment dommage de se débarrasser de ce genre de petits détails, parce que c'est ça qui fait la différence entre un personnage lambda et un personnage réellement marquant et attachant. Autre détail intéressant, dans cette version du script, le dragon alpha était censé être une femelle que les personnages appelaient Ashley. Pourquoi Ashley? Sans doute parce que Ash, ça veut dire cendre. Bien vu. Pour en revenir au personnage du coup, même si la volonté de proposer une sorte de drame humain avec une guerre contre des dragons en toile de fond est bien présente, dans les faits, le but n'est qu'à moitié atteint. En tout cas, l'exécution aurait pu être bien meilleure. On peut aussi mentionner la relation entre Quinn et son fils adoptif Jared d'ailleurs. Et sert strictement à rien. Mais vraiment, vous prenez les scènes avec Jared, vous les supprimez et le film est le même. Bon déjà l'acteur qui joue Jared est pas extraordinaire, mais ça se résume pas qu'à ça. À aucun moment cette relation n'est réellement touchante. Il manque de vrais moments de complicité entre les deux. En l'état, on ne ressent rien, et cette pseudo-relation père-fils fait plus forcer qu'autre chose. Bref voilà, au niveau de l'écriture des personnages, il y a plein de petits trucs qui vont pas. C'est pas grave en soi, ça gâche pas le plaisir de visionnage, mais c'est dommage. Et si, comme je le disais, Quinn passe une partie du film en retrait par rapport à Van Zandt, ça n'empêche pas Bale de nous offrir une jolie performance. On pourra par exemple mentionner les scènes de prière avec les enfants. Il y en a deux au sein du film. Une au début, à un moment où tout va aussi bien que possible, et une autre à la fin, en plein chaos et alors que Quinn semble avoir tout perdu. Et mettre ces deux scènes en parallèle nous permet d'apprécier tout le talent d'acteur de Bale. Sacré Christian. Et la relation conflictuelle entre Quinn et Van Zandt est quant à elle maîtrisée dans son écriture. Les deux leaders sont en totale opposition idéologique. D'un côté un survivant qui veut protéger les siens en faisant profil bas, de l'autre un combattant qui préfère agir, quitte à sacrifier des vies plutôt qu'attendre passivement de mourir. Et voir ces deux personnages campés par des acteurs excellentissimes se juger, se tenir tête, se battre, puis finalement apprendre à se respecter, c'est génial. Ah et j'ai un dernier problème avec le film, et ça concerne la scène de fin. Du coup, si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous donne rendez-vous un peu plus loin. Elle est vraiment pas terrible cette dernière scène. Je veux dire, c'est mou. On a eu droit à un acte 3 excellent et tout d'un coup, ça retombe comme un soufflé. Après dans l'idée, je vois ce qu'ils ont cherché à accomplir. Finir le film sur une note positive, une grande bouffée d'air frais, voir l'espoir renaître dans le cœur des personnages qui sont en train de rebâtir un semblant de civilisation, tout ça. Et le jeu de miroir entre ce plan et celui-là au tout début du film est assez intéressant. Il rejoint d'ailleurs la thématique de l'enfermement dont je parlais un peu plus tôt. On démarre le film avec un Quinn qui creuse pour se terrer, et on le finit avec Quinn qui accomplit le même mouvement, mais cette fois-ci dans un cadre ouvert et pour construire l'avenir. Mais je sais pas, ça manque un peu de grandiose en fait. Peut-être qu'un tout dernier plan sur Londres en train d'être rebâti, ça aurait eu un peu plus de gueule. Mais bon, du coup, ça aurait demandé plus de budget. Bref, je ferme la parenthèse. Pour rappel, le gros challenge du film, c'était les dragons. Qu'est-ce que ça donne au final? Pour aller droit au but, les dragons conçus par Secret Lab sont juste incroyables de réalisme. Même aujourd'hui, c'est bien simple, ils n'ont pas pris une ride et ils ont vraiment l'air de faire partie du décor. Tout a été extrêmement soigné, jusque dans les plus petits détails, comme les trous dans leurs ailes qui participent ainsi à donner un certain vécu aux créatures. Du design aux animations, tout concourt donc à un rendu réaliste, et c'est un véritable tour de force qu'a réussi le studio d'effets visuels, faisant de ces dragons la référence du genre pendant de nombreuses années. Et ouais, les dragons de Game of Thrones, ils ont rien inventé. Ils s'en sont même largement inspirés, je pense. Malheureusement, au moment de la sortie du film, le studio Secret Lab n'existait déjà plus. En effet, après que Disney ait fusionné DreamQuest Images avec son propre studio d'effets visuels dans les années 90, la firme les a placés au sein d'un immense bâtiment luxueux disposant des meilleures technologies et fournissant à ses employés le cadre de travail le plus agréable possible. Je parle entre autres d'un terrain de volley, d'une piste de jogging et d'une salle d'arcade. Et ça c'est sans compter tout l'équipement nécessaire à un studio d'effets visuels, soit tout un tas d'ordinateurs extrêmement puissants. Bref, Disney a dépensé sans compter pour ces bâtiments, et le truc c'est que ça a commencé à coûter plus que ça rapportait. Au bout d'un moment, Disney s'est rendu compte que ça coûterait moins cher de faire appel à des studios d'effets visuels externes, et a donc décidé de fermer définitivement Secret Lab. Ce qui est vraiment débile, c'est Disney qui les a foutus là-dedans à la base, eux ils avaient rien demandé les pauvres. C'est triste, quand on voit la qualité de leurs effets sur le règne du feu, on se dit qu'avec ces conneries, Disney nous a privés d'un très grand studio. Monde de merde comme dirait George Abitbol. Pour conclure, franchement, à part les défauts que j'ai mentionnés, le film est vraiment cool. C'est rythmé, c'est visuellement impressionnant, c'est bien joué, bref, comme je l'ai dit, c'est un film beaucoup trop sous-coté et je vous conseille vraiment d'y jeter un œil si c'est pas déjà fait. Le film a beau avoir été une déception au box-office, il a tout de même eu droit à son apparition au sein d'une tram tour de Disneyland Paris qui émergeait son public dans le décor de Londres dévasté. Cocorico.
En le revoyant pour faire cette rétrospective, je me suis dit qu'un film, c'était trop peu pour bien approfondir cette histoire, et c'est peut-être ça aussi qui a joué en sa défaveur. Tout est allé trop vite en fait. Et pour moi, vu le potentiel de cet univers, il y a plein d'éléments qui auraient mérité d'être explorés plus en profondeur. Je pense qu'il aurait été pertinent d'explorer les 20 années qui ont suivi le réveil du dragon au début du film par exemple, et qu'une série pourrait être le format idéal pour développer cet univers. Une sorte de Walking Dead avec des dragons à la place des zombies en gros. Perso, ça me fait rêver. Voir Queen grandir dans ce monde, voir les dragons prendre petit à petit le pas sur l'humanité, explorer en parallèle la jeunesse de Van Zandt et son périple pour rejoindre l'Angleterre. J'adorerais voir ça. Avec un bon budget, ça pourrait être vraiment cool. HBO, si tu m'écoutes, j'ai plein d'idées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, de venir me soutenir sur Tipeee si l'envie vous prend, et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!